vous présenter maintenant ce fameux livre-thèse qui a été édité par les éditions Orphie en août 2013, soit 2 ans après ma soutenance. C'est un beau livre, je remercie au passage les éditions Orphie d'avoir choisi de faire paraître un tel document qui n'est pas d'une lecture facile, c'est un travail scientifique, donc avec de nombreuses références de bas de page, pas toujours aisé à comprendre pour un profane. Mais enfin, j'ai essayé quand même de rendre le texte le plus simple possible pour être compris de mes lecteurs. Donc il est très rare aujourd'hui qu'une thèse, surtout une thèse littéraire, soit édité dans son intégralité, ce qui est le cas. C'est un document de 600 pages quand même. Alors voilà donc la présentation de la création de la Compagnie d'Orient en 1642 à la fin du privilège de la Compagnie française des Indes en 1769, s'étend la période des comptoirs français de l'océan Indien. Un comptoir est un territoire, généralement un port et son arrière-pays, que les Français occupent. Et il y a des comptoirs aussi étrangers, comptoirs hollandais, comptoirs anglais, comptoirs portugais, soit par achat à un prince local, comme en Inde, soit par prise de possession, comme à Madagascar, aux Mascareignes ou aux Seychelles. La compagnie en est le propriétaire exclusif et elle gère ces territoires sans partage, selon le privilège accordé par le roi. C'est elle qui décide des expéditions maritimes, du choix des colons qu'elle décide d'envoyer, et des investissements à faire sur place, construction, culture, négoce, etc. Sur place, les immigrants n'ont le droit d'acheter et de vendre qu'avec leur compagnie. C'est l'exclusivité. Et doivent se plier, bien sûr, au diktat d'un gouverneur totalement souverain. Pendant plus d'un siècle, on assiste donc à l'installation dans chacun de ces comptoirs, on verra lesquels, de plusieurs centaines de colons, voire quelques milliers, venus en majorité des côtes bretonnes, Normandes et Poitevine. Alors où se fixe-t-il durablement dans l'océan Indien? D'abord au Fort Dauphin. Alors le but de la Compagnie des Indes, des premières compagnies, même avant la Compagnie des Indes officielle, mais de la Compagnie d'Orient par exemple, c'est l'Inde et ses richesses. Et sur le parcours, on essaye de trouver des escales correctes. Alors, première escale qu'on choisit, c'est Fort Dauphin, à Madagascar, dans le sud de Madagascar. Puis très vite à l'île Bourbon, parce que Madagascar, le climat et les conditions sanitaires sont souvent déplorables. L'île Bourbon, elle, a l'avantage d'avoir un climat beaucoup plus sain. L'île de Bourbon, je vous répète, je vous redis, c'est la Réunion. À Pondichéry ensuite, sur la côte est du sud de l'Inde, à Chanternagore, un peu plus haut, dans le Bengale, à Mahé, sur la côte ouest, à Yanaon et à Karikal, qui sont toutes des villes de l'Inde aujourd'hui. À l'île de France, Maurice, qu'on acquiert, qu'on comprend un peu plus tard, une fois que les Hollandais sont partis, à Rodrigue, l'île Rodrigue, qui est la 3e île des Mascareignes, et enfin aux îles Seychelles. L'île de Maurice, qu'on a baptisée l'île de France, et qui était antérieurement appelée Maurice par les Hollandais, les Hollandais l'ont quittée pour s'installer au Cap, à la suite notamment de... Alors on dit qu'ils sont partis parce qu'il y a eu des cyclones et des rats qui les avaient envahis. On pense aussi, selon Mario Serviable, que les Noirs esclaves qu'ils avaient installés là et qu'ils maltraitaient souvent s'étaient révoltés. Bien sûr, les Noirs sont restés. Les Hollandais sont partis. Et donc quand les Français ont pris possession de l'île de France, ex-île Maurice, redevenue île Maurice bien sûr une fois que les Anglais l'ont pris, donc ils ont récupéré les Noirs qui étaient sur place. Voilà. Alors, une culture et des mentalités très particulières amenées par ces colons français dans l'océan Indien.
Ces colons ont la mentalité de leurs compatriotes de l'ouest de la France, marquée par un profond ancrage des caractères celtiques, culture et croyances. Pourquoi les provinces de la côte atlantique française possèdent-elles ce particularisme culturel? J'en ai déjà parlé. Parce qu'elles ont été relativement épargnées par les grandes invasions venues du sud et de l'est de l'Europe durant le premier quart de l'ère chrétienne. Romanisation, les Romains, germanisation, les Visigoths, les Ostrogoths et les autres. Le Tractus armoricanus, vaste territoire englobant les côtes françaises actuelles de l'estuaire de la Somme à l'estuaire de la Charente, et leur arrière-pays, a été institué par Jules César, qui charge les habitants de ces régions de protéger eux-mêmes le littoral des invasions possibles. Je pense que Jules César a aussi choisi de faire ceci parce qu'il s'est rendu compte très vite que les populations en présence étaient particulièrement difficiles à mater, et qu'elles avaient du tempérament. Donc il s'est dit, plutôt que d'installer des légions romaines qui vont être harcelées à chaque instant, et l'histoire de Astérix n'est pas totalement fausse, même si c'est, comment dire, un peu caricatural. Voilà, donc il a préféré à ce moment-là négocier avec eux, disant, écoutez, je vous confie le territoire, vous le défendez. Et... Alors ce qui fait que ces populations vont considérer le territoire comme à elles, et d'ailleurs elles résisteront très bien aux attaques des Alains et des Huns, et se proclameront même indépendantes à la chute de l'Empire romain. Dans ma thèse doctorale, je démontre le celtisme qui s'y est maintenu et ce qu'il a apporté à l'interculturalité indo-océanique à l'époque moderne. Contrairement à ce que soutiennent certains historiens, et notamment Christian Godino, que l'on dit spécialiste des Gaulois, la culture et les croyances celtiques n'avaient pas disparu à la fin de l'Empire romain. Bien au contraire, puisqu'elles ont fortement imprégné le christianisme naissant, le dogme de l'immortalité de l'homme, par exemple, ou de la Trinité divine, le culte des saints prenant la place des dieux celtiques sur des lieux sacrés, des dieux celtiques sur des lieux sacrés, des druides, mais elles sont surtout maintenues au cœur du village, dans l'intimité de la famille, durant tout le Moyen-Âge et bien au-delà. Les gens de l'Ouest en étaient donc profondément imprégnés au XVIIe et XVIIIe siècle, période où les colons vont venir s'installer dans l'océan Indien. Et les colons venant essentiellement de cette région. Nombre d'entre eux, décidés à partir à l'aventure vers les mers du Sud, ont partagé ces cultures et croyances celtiques avec celles des peuples qu'ils découvraient dans l'océan Indien, malgaches, indiens, africains. Il en est né une sorte de syncrétisme psycholo-comportemental très particulier dans lequel il semble parfois bien difficile de distinguer l'origine ethnique de telle ou telle pratique culturelle ou spirituelle. L'héritage celtique de l'océan Indien reste un patrimoine immatériel que l'on a peu observé, d'où l'intérêt de cette thèse de 600 pages soutenue à l'Université de La Réunion le 15 juin 2011. Ce n'est pas moi qui le dis, mais mon directeur de recherche au moment où il présente ma soutenance, s'adressant à mon jury, voilà ce qu'il dit: la part celtique dans l'héritage culturel des colonies françaises, dans les îles Mascareignes notamment, est un domaine de recherche inédit, curieusement peu étudié par les historiens du XIXe et du XXe siècle. En effet, les recherches faites à ce jour ont porté essentiellement sur l'histoire économique, l'économie de plantation, sur l'histoire sociale, la question de l'esclavage notamment et de l'engagisme, sur l'histoire politique, la colonisation, mais aucune n'a été faite sur l'héritage culturel laissé par les colons européens, notamment le courant migratoire venu de l'ouest de la France, où se trouvait le siège de la Compagnie des Indes, l'Orient. Alors ma recherche se fait, donc le livre la présente en 3 parties. Dans l'introduction, je définis les concepts de celtisme et de civilisation celtique, d'interculturalité, de créolité indo-océanique, de mimésis sociale et de transfert culturel. Je ne vais pas trop entrer dans ces concepts, je les définis, j'essaye surtout de définir le plus, on va dire justement, ce qu'on peut appeler civilisation celtique, ce qui n'est pas facile aujourd'hui, parce que beaucoup prétendent celtique ce qui ne l'est pas, et ne voient pas ce qui est celtique dans leur culture, dans leurs us, dans leurs coutumes.
Alors, la première partie du développement porte donc sur le celtisme dans l'ouest de la France, ses origines, sa réalité et son aspect psycho-comportemental à l'époque moderne. Voilà le titre. Elle démontre, cette première partie, par de nombreux témoignages d'époque, que la culture, les croyances et les mentalités celtiques ne se limitent pas à la Bretagne occidentale, là où l'on parle une langue celtique, le breton, mais qu'elle englobe une région beaucoup plus vaste, allant du Poitou à l'Anjou, au Maine et à la Normandie, ce qui représente en gros le fameux Tractus armoricanus défini par Jules César il y a à l'époque 1600 ans. Voilà. La deuxième partie de ma thèse, de ce livre donc, s'intitule « Le modèle culturel et politique des Français dans leur comptoir d'océan Indien » et fait découvrir notamment 11 personnages emblématiques de cette présence française à Madagascar, en Inde et aux Mascareignes. Aventuriers, directeurs de commerce, gouverneurs officiels ou d'élection, ils font montre d'un tempérament très particulier avec un sens des responsabilités, une constance dans les tâches qui leur incombent et une intelligence sociale incontestable. Reprenons ces trois termes. Responsabilité, c'est-à-dire qu'ils ont toujours à cœur de réussir la tâche que leur a incombé la Compagnie des Indes. Constance dans les tâches, sont des gens qui résistent au temps, alors que d'autres venant de d'autres régions, et on pense notamment au marquis de Montevergue, qui faisait partie de la première expédition envoyée par la Compagnie des Indes orientales sur la Réunion, sur l'île Bourbon à l'époque, et qui n'a pas tenu le coup, il était déjà découragé avant d'avoir commencé. Et puis, donc en dernier, surtout le plus important, l'intelligence sociale, c'est-à-dire la capacité de pouvoir s'entendre avec des populations très différentes sur place, sans avoir d'a priori et sans forcément surtout avoir un sentiment de supériorité. C'est important. Pour pouvoir vivre avec l'autre, il faut d'abord le reconnaître et accepter de s'asseoir à sa table. Et nos Français de l'époque, venant de l'Ouest, le font assez facilement. Bien entendu, ces gens-là, ce ne sont pas des tendres, mais au moins, ils ne reconnaissent pas l'inégalité du rang ou du sang, contrairement aux Francs, aux descendants des Francs, qui, eux, instituent le droit d'aînesse, le droit de noblesse, le droit de propriété sans partage, etc. Alors, ils ne reconnaissent pas l'inégalité du sang ou du rang, et ils respectent la parole donnée, ce qui n'est pas le cas de beaucoup d'Européens s'installant outre-mer. Beaucoup et notamment Hollandais, Anglais, ont souvent manqué à leur parole, et ça a souvent été cause de guerre avec les autochtones. Je ne dis pas que les Français n'ont pas fait la guerre aussi, mais moins souvent, et souvent pour les autochtones contre les autres occupants européens. Notamment les Français s'alliaient facilement avec les Indiens contre les Anglais. Voilà. La troisième partie est titrée « Le multiculturalisme et l'interculturalité dans la culture indo-océanique des aires coloniales françaises ». D'accord ? Le multiculturalisme, c'est donc la présence de plusieurs cultures à un endroit donné, et notamment dans ces comptoirs. À partir du moment où on s'installe à Madagascar, en Inde, ou même dans les Mascareignes, à partir du moment où il y a des personnes étrangères, naît donc un multiculturalisme. Et le multiculturalisme peut provoquer des communautés qui ne se rencontrent pas. L'interculturalité, c'est les communautés qui se rencontrent, qui vivent ensemble et qui arrivent à faire de l'interculturalisme. Et souvent par le mariage. Quand on arrive à faire des mariages interraciaux, l'interculturalité s'installe. Alors, d'ailleurs, je commence au début de cette troisième partie par une étude comparative, psychologique et sociologique des différents colonisateurs européens dans l'océan Indien, c'est-à-dire les Portugais qui étaient arrivés les premiers, les Hollandais ensuite, les Anglais et les Français en dernier.
j'avoue que c'est une partie qui paraîtra bizarre pour certains, en se disant, ben non, tous les colons européens, ils avaient tous à peu près le même tempérament, le même esprit de supériorité, etc. C'est pas tout à fait vrai. C'est pas tout à fait vrai. Il y a une très grande différence entre les Portugais qui sont plutôt, on va dire, sectaires sur le plan de la religion. Hein. C'est des catholiques et ils sont capables de tuer et brûler, même de pratiquer l'inquisition en Inde pour imposer le catholicisme, qui n'arriveront pas à imposer d'ailleurs. Hein. Les Hollandais, alors eux, ils se disent c'est les bons marchands. Ah ouais, ben, des bons marchands qui se comportent bizarrement hein, et qui accaparent systématiquement toutes les terres. C'est ce qu'ils font d'ailleurs en Indonésie, hein, puisque c'est là qu'ils vont s'installer essentiellement. Et puis alors les Anglais, grands conquérants, eux qui ne tiennent jamais parole, qui sont fourbes. Hein, ouais, voilà. Et puis les Français. Alors les Français qui, bien sûr, ont des ambitions hégémoniques comme les trois autres, hein, mais qui, on le dit, et on a des témoignages pour cela, ont des comportements plus humanistes, on va dire. Hein. La preuve, quand l'Inde est devenue indépendante, hein, elle a pratiquement enlevé toutes les statues ou monuments à l'effigie des Anglais, hein, et par contre, elle a réinstallé les stèles à l'effigie des Français, et notamment celle de Duplex à Pondichéry. Je l'ai vue, je suis allé là-bas, qui est installée juste en face de Gandhi. Hein. Voilà. Alors, la troisième partie se poursuit par une mise en évidence de l'héritage celtique dans la culture et les croyances de la Réunion. Hein. Et je me sers pour cela du témoignage d'un auteur réunionnais du début du XXe siècle, hein, peu connu, Jean-Valentin Payette, dont les écrits reposent en grande partie sur un mémoire rédigé par un ancêtre d'Auguste Brunet en 1811. Hein. Donc Jean-Valentin Payette a écrit, comment s'appelle son livre, Récits et coutumes de l'île de la Réunion, ou un truc comme ça. Hein. C'est intéressant, hein, intéressant parce qu'il a essayé de, justement, au-delà de l'histoire, de raconter ce qui est resté hein, de ces périodes, hein, 17e, 18e siècle, dans la population réunionnaise du 20e siècle. Et j'ai constaté que là encore, eh ben, il nous soumet des choses qui sont typiques des gens de l'ouest de la France. Je vais terminer en concluant par le fait que ce serait un travail à continuer, hein, à poursuivre, et c'est ce que je fais en ce moment. 4 ans, c'est court pour une thèse. Normalement, on a 3 ans, et puis on demande la possibilité de faire une 4e année qui est généralement accordée. Hein. Mais 4 ans pour une thèse de cette taille-là, c'est trop court. Les 4 ans en thèse littéraire et surtout en thèse d'histoire, c'est vraiment trop court. Autrefois, on faisait des thèses d'histoire en 6 ans, 7 ans, 8 ans, 10 ans. Voilà. Donc, conclusion, ben, la thèse est faite, mais il y a encore du travail à poursuivre, puisque, par exemple, je n'ai pas fait de recherche sur l'apport celtique à Madagascar ou en Inde, faute de pouvoir m'y rendre, d'abord. Hein. Je n'étais qu'une fois en Inde, à Pondichéry, à un séminaire pour accompagner mon directeur de recherche. Et parfois j'ai assisté au séminaire et je n'avais qu'un samedi après-midi pour pouvoir aller aux archives de Pondichéry. Et malheureusement, ce samedi-là, ils étaient fermés. Donc je n'ai pas trop eu de chance. Hein. Voilà. Alors, pour mon directeur de recherche, Fidel Fuma, ma thèse est quand même une solide avancée dans un domaine peu observé, hein, c'est lui qui le dit. Naturellement, elle aurait nécessité des moyens beaucoup plus importants, en particulier pour aller fouiller les archives des autres ex-comptoirs français de Madagascar et de l'Inde, c'est aussi là lui qui le dit. J'en fais le regret dans ma conclusion. Hein. Mais si le celtisme a fortement imprégné les mentalités et les croyances des habitants, tous immigrés ou descendants d'immigrés des petites îles créoles de l'océan Indien, c'est-à-dire les Mascareignes et les Seychelles, hein, il n'a pas pu le faire, ou du moins il n'a pu le faire que de façon anecdotique, dans les sociétés anciennes et ancrées comme celle de Madagascar et de l'Inde. Hein. Il faut bien comprendre que des petits comptoirs, même si la France a occupé à un moment presque tout Madagascar et puis presque toute l'Inde. Hein. Mais ça n'a été qu'un moment, puisqu'après les Anglais ont récupéré
enfin, les Malgaches ont mis les Français dehors, et puis les Anglais ont récupéré l'Inde, ont pris l'Inde aux Français. Hein. Mais donc après les comptoirs qu'on va garder, la présence française reste quand même anecdotique. Hein. Il reste bien sûr des monuments, il reste notamment par exemple les charpentes des monuments qui sont typiques hein, de la Compagnie des Indes, c'est-à-dire montés comme des bateaux, hein, comme des berres de bateaux. Hein. Voilà. Alors l'étude serait certainement intéressante, hein, ne serait-ce que pour savoir comment étaient perçus les Français de l'Ouest et ce qu'ils ont pu laisser dans l'imaginaire des autochtones d'aujourd'hui. Hein. Bon, je m'en étais rendu compte quand même à Pondichéry, parce que j'avais rencontré un Pondichérien qui s'appelait Animesh Rai. Hein. Et j'avais sympathisé avec lui, et il m'avait dit, si, tu sais, lui il est en train de faire justement une étude sur la créolité à Pondichéry. Et il m'a dit, mais si, il y a des sentiments très forts, des restes du caractère, du tempérament dans les Indiens de Pondichéry. Des restes français. Hein, voilà. Alors en attendant, les lecteurs réunionnais seront sans doute surpris d'apprendre quand même que telle ou telle croyance qu'ils pensaient transmise par leurs ancêtres malgaches ou indiens pourrait bien être d'origine celtique. Bon, je ne vais pas vous donner lesquelles. Hein. Par exemple, juste une, hein, le sacrifice de poule noire, hein, que tout le monde mettrait au compte des Indiens, hein, des Malbars. Hein. Eh bien, ma foi, elle doit plutôt être à mettre au compte des premiers habitants de l'île Bourbon, les créoles venant de l'ouest, hein, et notamment de la région de Saint-Malo. Hein. Dans cette région-là, donc le sud de la Normandie et puis le nord-est de la Bretagne et le nord du Maine, hein, se pratiquent des sacrifices de poules noires. Voilà. Donc, je ne pense pas qu'ils sont allés prendre ça en Inde. Hein. Et a priori, je n'ai pas entendu parler de sacrifice de poules noires en Inde. Donc voilà. Hein. Mais vous savez, maintenant, les choses sont tellement imbriquées, les cultures, les croyances sont tellement imbriquées les unes dans les autres qu'on ne sait même plus d'où est l'origine. Hein. Voilà. Donc, eh bien, ma foi, ces origines celtiques, elles remontent à l'époque de la naissance du peuple de l'île Bourbon, quand un premier breton, normand ou poitevin, épouse une première malgache, indienne ou africaine. L'interculturalité, qui est donc existante dès la naissance du peuple de l'île Bourbon. À une prochaine fois.